Bienvenue dans le Paris de merveille. Paris, début du XXe siècle. Les messieurs ont de fières moustaches, des chapeaux melons, les dames portent des corsets, des jupons, des bottines à boutons. Déjà de rutilantes togas pétarades parmi les fiacres le long des grands boulevards aux immeubles haussmanniens. Mais ce n'est pas le Paris de la Belle Époque tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc, les sirènes ont investi la Seine, les farfadets, le bois de Vincennes, des chaëlés discutent philosophie et une ligne de métro permis de rejoindre le pays des fées. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage du cercle Sion, se retrouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Bienvenue dans le Paris des merveilles. Avant de t'en dire plus sur ce superbe livre, tu serais vraiment la plus douce des étoiles si tu laissais un like à cette vidéo et que tu t'abonnais pour ne pas rater plus de mes contenus. J'ai plein de choses en stock pour toi en plus, donc ce serait franchement bête de rater ça. Bonus si tu me laisses ton avis constructif sur cette vidéo ou un joli emoji de ton choix en commentaire. Si c'est déjà fait, félicitations, tu fais partie des étoiles les plus douces au monde, rien que ça. Et dans ce cas, pense à partager ma vidéo autour de toi, ça me ferait vraiment super plaisir. Paru en 2003 aux éditions Le Pré au Clair sous le nom du cycle d'Ambremer, avant d'être renommé en 2015 Le Paris des merveilles lors de la réédition des deux premiers volumes, accompagné de la sortie du troisième tome aux éditions Bragelonne, Le Paris des merveilles tome 1, Les enchantements d'Ambremer est le premier thème d'une trilogie. Les enchantements d'Ambremer, l'élixir d'oubli, le royaume immobile. Mettant sous les projecteurs un Paris fantastique du début du siècle dernier avec comme personnages principaux les magiciens Louis Denisard et Hippolyte Griffon ainsi que la fée renégate Isabelle de Saint-Gilles. Leurs aventures se poursuivront ensuite au cœur de nouvelles indépendantes dont Contes et récits du Paris des merveilles de 2019, Malfaiteurs du Paris des merveilles de 2021 et Enquêteurs du Paris des merveilles de 2022, tous étant des recueils de nouvelles permettant d'enrichir le monde et sa magnifique vie aux multiples aspects. Apparaîtront également à partir de 2020 des bandes dessinées du Paris des merveilles ainsi que de Les Artilleuses, contant les aventures d'un trio féminin. Salut toi! Dépoussière ton plaid le plus chaud, laisse-toi câliner par ton fauteuil moelleux avec ta tasse de thé, café, matcha ou autre chocolat chaud, le temps de plonger dans l'univers fantastique steampunk de ce doux Paris uchronique. Entrons ensemble dans ce monde merveilleux que j'aurais préféré découvrir il y a bien des années. Un monde qui devrait se poser comme classique de la littérature fantasy. Bienvenue dans le Paris de merveille. Le 27 septembre 1968 est né sur les terres de Nancy un des écrivains français de fantasy et de science-fiction que j'admire le plus pour l'émotion qu'il instigue par ses mots au travers de ses pages, Pierre Pével. Après sa prépa littéraire, il se tourne d'abord vers les métiers de scénariste, journaliste et auteur pour jeux de rôle avant de se poser sur le métier d'écrivain, ainsi que, par moments, de traducteur. Il entreprendra en effet depuis 2006 la traduction des aventures de James Bond par Ian Fleming, publié chez Bragelonne, en respectant scrupuleusement le texte original, chose que les traductions précédentes n'avaient pas bien réussi. Puis comme scénariste de bande dessinée à partir de 2020, en adaptant ses propres romans aux éditions Draco. Ses premiers romans fantasy sont publiés sous le nom de plume Pierre Jacques, avant de se décider à signer de son vrai nom. Et se fera connaître par sa trilogie des Ombres de Willstadt, publiée en 2001 et qui lui vaudra un grand prix de l'imaginaire l'année suivante. Ces romans se rapprochent de l'Uchronie de fantasy en s'inspirant très fortement d'époques historiques bien précises et très documentées dans laquelle des éléments merveilleux tels que la magie et les créatures surnaturelles prennent racine et modifient cette réalité en un monde qui nous est inconnu et pourtant si familière.
Il nous offrit donc le cycle de Willstadt de 2001 à 2004, le cycle du Paris des Merveilles de 2003 à 2022 en incluant des recueils de nouvelles qu'il produit en s'entourant de jeunes auteurs et autrices, le cycle des Lames du Cardinal de 2007 à 2014, le cycle du Haut Royaume, les 7 cités en 2016, ainsi que son roman Victoria 91, uchronie steampunk se passant à Londres et publié en 2002, sans oublier ses romans prenant place dans l'univers de Night Power en 1998, ainsi que ses bandes dessinées Les Artilleuses de 2020 à 2021, Le Paris des Merveilles de 2022 à 2023 et Gueule de cuir en 2024. Si l'une de ces œuvres t'a parlé, de rien, c'est avec plaisir que tu peux, si ce n'est pas déjà fait, te plonger dans ses autres écrits et univers. Si l'univers du Paris des Merveilles t'intéresse, je t'invite à t'enfoncer dans ton fauteuil le temps que je te présente un peu les spécificités de ce monde. Alors je m'apprête à rentrer assez en détail sur les spécificités de ce monde, donc si ça t'intéresse pas ou que tu préfères les découvrir par toi-même au cours de ta lecture, je te laisse avancer à ce timecode pour passer aux avis positifs et négatifs des lectrices au cours des 20 dernières années, avant de te donner le mien. Au besoin, tu pourras toujours revenir à ma vidéo si ta lecture te paraît trop floue au niveau du contexte de l'univers. Donc, le Paris des Merveilles et l'Outre-Monde, dont Ambremer, sont deux des 3 mondes extrêmement riches que l'on ne fait, j'en ai l'impression lors du premier tome, qu'effleurer du bout des doigts le potentiel, la profondeur et la somptuosité. L'Outre-Monde repose sur une histoire entremêlée de fées et de dragons qui causèrent la grande guerre magique en son sein. Les fées, victorieuses de cette guerre, règnent alors sur l'Outre-Monde à la place des dragons et acquièrent alors l'autorité sur les 3 mondes. Sous le règne de la reine Titania, les fées ont pu s'imposer comme puissance principale de l'Outre-Monde jusqu'à étendre leur juridiction de leur royaume d'Ambremer sur toutes les espèces merveilleuses, et ce, malgré l'opposition de plusieurs groupes, dont l'organisation militante nommée Silas. Quand la reine Titania décida de se retirer, elle choisit pour lui succéder sa fille Méliane. Chose que sa sœur n'accepta pas, jusqu'à finir par devenir l'adversaire principal de la couronne d'Ambremer, la Reine Noire. Les oppositions au règne des fées ressurgirent alors de plus belle avec la révolte des dragons après qu'un événement plus qu'important ne prit place. Du côté des dragons, ils se divisèrent entre les radicaux voulant continuer la lutte mais dans le monde des humains et les plus modérés qui souhaitent vivre en paix avec les fées. Pour le monde des humains, se retrouvent alors parmi les petites gens et les gens ordinaires ceux qui sortent du lot, les magiciens, qui se regroupent souvent en plusieurs organisations appelées cercles. L'on retrouve alors le cercle Incarnat, créé en 1720 dans la France de la Régence à l'initiative du mage Gélancourt, dont les liens avec l'Outre-Monde sont forts. Ils sont influents dans les cercles politiques et diplomatiques de la Terre et insistent sur la nécessité d'aider les autorités dans le plus grand nombre d'affaires possible. Ils entretiennent alors une rivalité respectueuse bien que tendue avec le cercle Sion, avec qui ils partagent la place de confrérie de mages la plus importante au monde. Le cercle Sion, créé en réaction à la fondation du cercle Incarnat, dans le but de créer une confrérie de mages qui pourrait échapper à l'influence d'Ambremer et qui se contente donc d'aider quand ils le peuvent sans s'imposer dans les affaires politiques et diplomatiques de la Terre. Ce cercle fut fondé par le mage Patri Del Vecchio qui possède de nombreuses loges dans le monde entier, bien que sa loge parisienne reste la plus importante et conserve donc le nom de Premier Sion. Ensuite, le Cercle d'Or, fondé par Nicolas Flamel à la suite du Cercle Sion, puisqu'il craignait qu'avoir 2 cercles n'apporte une guerre sans agent médiateur. Il se compose de chercheurs, de rêveurs et d'artistes, passant pour des bricoleurs de la magie et qui s'en moquent. Au début, les membres étaient des alchimistes. Aujourd'hui, ils conçoivent des objets enchantés dont le commerce est strictement réglementé. Le Cercle Vert, aussi appelé le Cercle des Druides, dont Merlin l'Enchanteur fait partie. Mais évidemment, c'est sans alcool! Le Cercle Blanc, ou la confrérie de la licorne, dont Anselme le Sage fait partie, et enfin le Cercle Noir. Pour finir, certains mages choisissent de ne pas avoir d'affiliation particulière. Tu l'auras sûrement compris, mais Ambremer recèle de créatures qui ont infusé le monde sur Terre, parmi lesquelles tu pourras croiser des arbres savants, des cauchemars, des chats ailés, des dragons et dragonnets, des elfes, des enchantresses, des fées, des gargouilles, des gnomes, des licornes, des mini-mets apparentés aux Lilliputiens de Jonathan Swift,
des ogres et des sols rieurs. Cependant, ces créatures restent assez rares sur Terre. Elles ne se sont infusées par nombre qu'à Paris et ses alentours, rendant tout ce monde magique et magnifique une normalité qui ne surprend guère plus que les Parisiens, contrairement au reste du monde. Si ce premier tome m'a fait grande impression du haut de mes 27 ans, jusqu'à me faire me demander pourquoi et comment je n'avais pas entendu parler de cette trilogie plus tôt, penchons-nous d'abord sur les avis positifs et négatifs des lectrices. Tout d'abord, soulevons alors le pan négatif du rideau du côté de Babelio, ce qui débute également la partie argumentaire de cette vidéo. Je tiens par ailleurs à préciser que je trouve les avis négatifs franchement durs envers le roman. Si Stockley, lui, ne met qu'une étoile parce que son type de lecture de base n'est pas la fantasy, le retour de Dunsany est, je trouve, extrêmement dur. Je cite. « Qu'en dire à part ma consternation ? Est-ce là l'imaginaire français ? Une suite paresseuse de péripéties dictées par la prétention de son narrateur ? Une enfilade de dialogues, de personnages et de scènes si convenues que j'en baille encore ? Le pari de la médiocrité, oui. J'attends peut-être trop de mes compatriotes, mais enfin, il faudrait viser plus haut, on creuse là. Le narrateur se croit ici fort facétieux, apostrophant son lecteur, l'enjoignant même à relire les chapitres précédents pour vérifier ses dires, quand il ne fanfaronne pas sur ses connaissances du Paris historique, s'étalant sur des pages et des pages, interrompant parfois brutalement les dialogues. La digression en littérature demeure un art, qui se marie mal avec un style dont tout l'attrait réside dans son mélange de registres familiers et belle époque. La narration brille plutôt par sa banalité, voire sa maladresse. Les répliques s'adressent trop manifestement au lecteur, forçant les personnages à exposer les lois de leur monde sans subtilité. S'y ajoutent des civilités superflues, bonjour, au revoir, comment allez-vous, et des réactions peu naturelles. Le narrateur ne dispose apparemment que d'une poignée d'adjectifs. Grand, mince, élégant, distingué et bel homme. Avec pour seule variation quelques messieurs dont la position sociale se devine à leur embonpoint. Je ne doute certes pas du raffinement de la bonne société parisienne, cependant, au 5e personnage présenté ainsi, on perd ses repères. Cette tendance rejoint son penchant à s'écouter parler, plaquant des étiquettes au lieu de révéler les personnages par leurs gestes et leurs paroles. Dois-je accepter la prestance de Griffon comme on m'assène des passages d'encyclopédie ? Lui qui pense « et v'là, voilà pour ma pomme ». Le narrateur irrite particulièrement par son voyeurisme assuré envers les femmes et la souffrance des plus faibles. Si l'embonpoint est toléré chez les hommes, les deux seules femmes présentant une taille serrée, fine, en somme mince, malgré, je cite, les canons de l'époque, presque moqueur, il évoque une dodue diva et lorsque l'héroïne abandonne son déguisement de laideron rondelette, elle porte encore les mêmes vêtements mais bien mieux. Ces dames ne sont pas déplaisantes, il souligne leur charmante rondeur et précise qu'Isabelle, pour un événement, porte une combinaison moulante qui ne laissait rien ignorer de ses formes. Ce regard appuyé contraste d'autant plus avec le reste du texte que le narrateur pénètre les pensées de Griffon et des autres messieurs, mais observe Isabelle de l'extérieur. Un voyeurisme comparable imprègne une scène de torture où il détaille méticuleusement les défaillances physiques causées par la panique. Gratuit et abject. Du reste, mes souvenirs sont minces. Des caricatures de méchants éliminés en un instant et des femmes réduites au rôle de potiches. Dans quelques années, peut-être les considérera-t-on simplement comme des écervelés ? Prenez le cercle Sian. Il défend l'égalité et se gouverne selon des principes moraux et généreux, jusqu'à un certain point. L'ajout du « ne » un magicien. Ou encore les fées qui, une fois humanisées, redoutent la mort et la vieillesse. Oh, horreur! Que pourrait davantage terrifier une femme hormis les rides? Ah oui, les araignées. Les hommes, eux, sont tentés par leurs victimes, sortent indemnes des moments cruciaux et poursuivent stupidement leurs ennemis. Mieux vaut un héros mort qu'un lâche vivant, n'est-ce pas ? De bout en bout, ce livre accumule les occasions manquées. Les points de vue s'enchaînent sans cohérence ni intérêt, ralentissant une intrigue qui, à la 100e page, presque un tiers du livre, ne se dessine toujours pas. Les idées se mêlent sans jamais être vraiment exploitées, comme cette magie innée d'un personnage rapidement éliminé. Ces passages entre les mondes qui ressemblent à du shopping, ce cadre même enseveli sous les explications modernes, à la fin de ma lecture, une seule question me hante. Tout ça pour ça, eh bien... Ok, reprenons un peu notre souffle parce que là, ça y allait. Autant je comprends totalement tout ce qui est dit ici.
Autant ça me paraît, et ce n'est que mon opinion, bien trop rempli de colère, le tout, et c'est ce qui me dérange le plus, en sortant complètement du contexte temporel dans lequel prend place l'histoire. Si l'on met à part le fait que le genre fantasy n'est peut-être pas fait pour ce lecteur au vu de l'apparente difficulté à rentrer dans un monde plein de fantasy où il faut accepter de rentrer tout entier pour apprécier, découvrir cet univers alternatif au nôtre, le tout ayant les étoiles dans les yeux et se laisser porter au gré du livre, un point très important ici est oublié. Autant le contexte temporel n'est pas et ne doit pas être une excuse pour dire ou faire des atrocités envers qui que ce soit, autant il est tout aussi trop facile, à mon avis, de balayer ce contexte tout en entier du revers de la main en se basant sur le contexte dans lequel nous vivons actuellement. D'un côté, il fallait, je pense, qu'une partie du discours des personnages corresponde de près ou de loin au discours présent à cette époque, pour que l'histoire tienne la route. Ça fait partie des cases à cocher, je pense, dans un roman uchronique se voulant si proche de notre réalité. Si l'on s'éloigne trop du contexte qui sert de base historique à l'histoire, celle-ci peut difficilement tenir sur pied, surtout quand il s'agit d'une série de plusieurs romans dans le même univers. C'est très délicat et je trouve pas les mots exacts que j'aimerais employer pour l'expliquer. Aussi, j'espère que vous comprendrez ce que j'essaye de dire. Ensuite, cet avis donne aussi l'impression que toutes les femmes y sont objectifiées et diminuées sans avoir la possibilité d'être fortes, respectées, voire craintes. Dans ce cas, que faisons-nous de la reine Titania, Méliane et de la reine noire, qui clairement ont le pouvoir et l'ascendant tant autoritaire que manipulateur sur leurs confrères masculins pour arriver à leur fin si nécessaire? Que faire d'Isabelle de Saint-Gilles, bien que fée renégate, qui inspire le respect et la crainte sans aucun souci si besoin est, ainsi que de Cécile de Brécieux, elle bien humaine? Elles sont toutes les deux capables de trouver les informations avant tout le monde sans avoir peur d'enquêter et de courir au danger si ça peut les aider dans leurs affaires, pendant que tous les hommes, Griffon et la police les premiers, rament de difficultés loin derrière elles sans savoir à quel point. Non. Alors oui, il y a un contexte réducteur qui était malheureusement présent à cette époque, et faire sans ne serait pas réaliste. Pour autant, l'auteur passe assez habilement outre en dénotant assez fort de la logique de ce contexte, en mettant en avant les personnages féminins qui comptent. Pour ce qui est de la description des femmes, très peu sont décrites, il serait à mon avis, donc malvenu de supposer alors que toutes les femmes présentes de près ou de loin dans l'œuvre soient soit des bombes que les hommes sexualisent de leur regard, et à ce titre, si je voulais être mauvaise, je dirais que les choses n'ont pas réellement changé là-dessus pour une femme qui se promène dans la rue, soit des laiderons que les hommes ne daignent pas regarder. De plus, à ce sujet-là, il a été omis que dans l'exemple donné d'Isabelle et du regard que lui porte Griffon, il s'agit là, et attention au spoil qui arrive, du regard d'un mari envers sa femme, donc d'une relation d'époux, bien plus compliquée que ça, puisque la flamme de l'amour brûle toujours extrêmement fort, mais ils ne peuvent simplement pas se supporter assez longtemps dans la même pièce pour vivre ensemble indéfiniment. Ils se connaissent par cœur, et ils sont tous les deux tristes de ces difficultés et gèrent donc les choses comme ils le peuvent, tantôt avec complicité, tantôt au travers d'engueulades. Cet exemple ne fonctionne donc pas bien pour tout justifier, même si dans tous les cas, critiquer une société pareille avec autant de ferveur fait chaud au cœur, tout en le pinçant à la fois, puisque ces problèmes sont toujours très présents aujourd'hui. Simplement, ici, dans cette œuvre, il me semble que c'est plus délicat et compliqué qu'il n'y paraît. Maintenant, de là à supposer les réelles pensées de l'auteur quant à sa vision des femmes dans la société, c'est un trop grand saut à faire ici. Alors pour le moment, profitons-en pour garder espoir. De plus, mais là ce n'est vraiment que mon ressenti, je ne trouve pas que l'histoire soit simple, inintéressante, paresseuse ou trop surfaite dans sa narration et présentation des personnages. Sa narration ajoute un côté très spécifique propre à l'auteur que je n'ai pas beaucoup vu ailleurs. Le registre de langage et de vocabulaire tire vers le beau parler sans vraiment l'atteindre et lance par-ci par-là des termes un peu plus familiers qui nous permettent de mieux nous attacher, voire de nous reconnaître en certains personnages. Pour ce qui est de la description des personnages, qui se ressembleraient, c'est comme tous les univers un minimum développé. On sent à peu près bien, du moins assez facilement, les personnages secondaires voire tertiaires, et c'est souvent ces derniers qui ne bénéficient pas de descriptions bien différentes ou intéressantes. Ce qui n'est pas grave puisque ça sert bien pour le moment et qu'ensuite on se doute qu'on ne les recroisera sûrement pas. Du moins pas dans un contexte très important. Aussi, rappelons qu'il s'agit du premier tome d'une trilogie. Qui sait ce que nous réservent les 2 prochains tomes ?
On peut se dire dans tous les cas que si ce retour me semble aussi violent, c'est que le lecteur s'est beaucoup investi, que ce soit dans son attente comme dans sa lecture, et ça, ça fait toujours très plaisir à voir. Bien, énorme parenthèse terminée. En résumé, voici ce qui ressort du reste des avis négatifs sur Babelio que j'ai pu relever. Le livre ne plaît pas car la fantasy n'est pas un registre apprécié du lecteur. Pour cette clientèle-ci, il est possible que vous trouviez qu'il y a trop de descriptions de l'univers et des personnages pour réussir à rentrer dans l'univers. L'écriture qui se rapproche un peu plus du registre respectueux plutôt que du registre habituel voire familier ne plaît pas à tous et donne parfois des impressions d'écriture pompeuse et condescendante. Je tiens cependant à vous rassurer, le langage n'est pas si soutenu qu'il n'y paraît en lisant les avis. À vous d'y jeter un œil et de voir si, au contraire, ça vous freine dans votre lecture ou si vous trouvez ça agréable ou amusant. Le fait que le narrateur parle au lecteur peut freiner la lecture pour certains et ce malgré les traits d'esprit. Pour d'autres, en opposition à ce qu'on a vu plus tôt, malgré une bonne plume, un univers complet et des personnages forts avec autant de points forts que de défauts, ce n'est pas assez développé. Par exemple, impossible de connaître les goûts, passions et préférences des personnages. Ils paraissent simplifiés dans leur contexte historique, et à ça se rajoute le côté donc vieux jeu, qui correspond certes bien au contexte historique du début du XXe siècle, mais qui rajoute à cette impression de vide des personnages. Aussi, il peut paraître à certains qu'en plus que l'histoire prenne du temps à s'installer, du moins à se dévoiler au grand jour, ce qui participe à son charme à mon avis, sa construction soit trop aléatoire ou artificielle. Tout semble bien rodé, mais le fond n'est pas vraiment expliqué, ce qui peut donner un effet aseptisé. Et encore une fois, je me dois de nuancer un petit peu les choses, on passe beaucoup de temps à tâtonner avec les personnages, à n'en savoir presque rien de plus que Griffon au fil de l'histoire. Mais quand les choses se dévoilent, tout se passe très vite, ce qui avance bien le ressenti des personnages. Sur le moment, on vit les choses à presque même intensité qu'eux. Puis le livre s'arrête et tout ce qu'on veut faire, c'est attraper le deuxième tome et continuer à lire pour enfin en savoir plus. Certains lecteurs que la fantasy peut attirer associent ce tome à une petite lecture divertissante sans prise de tête à intercaler entre deux romans denses et intenses. En somme, c'est divertissant, mais il ne vous marquera peut-être pas automatiquement au fer rouge. Enfin, il y a des méchants qui sont méchants, simplement méchants. Il ne nous est pas expliqué pourquoi, rien n'est précisé. Ce à quoi je rappellerai, il s'agit du premier tome d'une trilogie, et tout s'enchaîne très vite sur la fin du roman. Ce qui me fait donc penser que l'on aura plus de précisions dans les prochains tomes. Bon, là encore, je trouve la majorité des retours très durs, cependant je peux comprendre sans souci que ce genre d'écriture et de narration ne plaise pas à tout le monde. Ça fait partie des choses que j'apprécie personnellement beaucoup. L'art de la langue et des tournures de phrases qui mettent en valeur la langue française sans pour autant en arriver à un niveau effectivement complètement et au premier degré pompeux qui prendra réellement les gens de haut. Je trouve qu'arriver à manier la langue de façon à avoir de belles tournures de phrases sans être pompeux, c'est quelque chose de très difficile à faire. Ce qui fait que j'apprécie énormément quand je lis un texte où ça a l'air maîtrisé. D'autant plus si l'auteur arrive à me surprendre en jetant par-ci par-là des éléments auxquels je ne m'attendais pas et qui en prime me feront sourire, comme quelques mots d'un langage plus familier, un cassage de quatrième mur maîtrisé, ou des anecdotes historiques du lieu ou du temps dans lequel se déroule l'histoire et que je ne connais certainement pas. Bah oui, je suis pas parisienne. Je connais donc que très peu la ville, ses lieux et son histoire. Encore une fois, ici, il s'agit de questions de point de vue. Et peut-être que mon profil littéraire joue un petit peu sur le tableau, va savoir. Passons alors aux avis positifs de Babelio pour avoir un avis général en somme assez nuancé de l'œuvre. Eric76 ouvre alors la danse. Un livre plein d'allégresse, un livre drôle et désinvolte, un livre pas sérieux du tout réservé aux grands enfants. Tu lis toujours avec le sourire en coin te raccrochant aux 1000 images qu'il fait défiler dans ta tête. Des fées lucioles qui papillonnent, des chats ailés qui pontifient, un marronnier qui fume la pipe, le Paris de 1900 avec ses becs de gaz, ses premières automobiles pétaradantes, ses rues pavées, ses chapeaux claques, ses guêtres, ses ombrelles, ses robes à traîne, ses éventails, ses manches gigots, ses dentelles, ses perles et ses rubans. Un gnome avec le parler du titi parisien,
une reine noire aussi maléfique et venimeuse que la belle-mère de Blanche-Neige, une baronne enchanteresse, belle et enjouée comme un matin ensoleillé, mutine, angeleuse, un brin grédine, un mage aussi puissant que grognon, fidèle, trop honnête, hardi et qui toujours en revient à son premier amour. Des cauchemars qui prennent vie et veulent vous dévorer tout cru, des mondes qui s'imbriquent les uns dans les autres, que l'on rejoint par des passages fugitifs, des chemins de traverse déguisés, des ponts incertains, ou tout simplement en prenant le métro, un antiquaire malhonnête que l'on rend amnésique, un diplomate assassiné, des Russes massacrés, des gargouilles sanguinaires, une légende plus vieille que le monde que des mains peu recommandables exhument d'un très vieux livre. L'histoire est si bien écrite, si bien contée que tu n'as aucune difficulté à entrer dans ce monde enchanté, étrange, insolite, abracadabrantesque en un mot, et pourtant si familier. Par les pierres dressées de Karnak, une belle et trépidante aventure que j'ai vécue avec mon ami dont le ressenti est le même que le mien. Enthousiaste. D'ailleurs, je vous invite à lire son joli billet. Cassius Belli écrit ensuite, et ce sera la dernière citation, « Une belle lecture, je suis sous le charme de ces enchantements d'Ambremer littéralement. C'est frais, c'est léger, l'ambiance de ce Paris des merveilles est très vite prenante. La plume de Pével nous envoûte par sa légèreté, cette facilité avec laquelle il installe ce contexte et cette intrigue est impressionnante de maîtrise. C'est beau et poétique, c'est fantastique et magique, sans oublier d'être sérieux et cohérent, car il y a une véritable histoire qui tient bien la route. Les personnages de Griffon, mage de son état et celui de la baronne Isabelle sont admirablement dessinés. Peut-être, et pourtant quoique, le fait d'avoir vu l'intégrale d'Harry Potter m'aura permis de m'imprégner très vite de cette atmosphère fantastique, mais il sera plus juste de considérer que l'auteur est simplement doué pour raconter de belles histoires. J'ai aimé l'humour omniprésent, les sentiments tout en retenue qu'expriment les deux personnages principaux, l'intrigue qui monte doucement mais sûrement en puissance, le tout sur une note qui m'a procuré un véritable plaisir de lecture. J'adore le style et j'admire l'équilibre entre humour et action et surtout j'aime cette ambiance franchement réussie. J'ai dévoré ce premier tome en 2 jours et je suis impatient de retrouver nos héros du Paris des Merveilles sans tarder. En somme, voici ce que regroupent majoritairement les retours positifs de lectrices. Le voyage dans ce monde plein de magie est instantané. L'écriture est agréable et fluide avec une touche d'humour qui ne manque pas de plaire. Ainsi, le sourire ne quitte jamais vraiment le visage pendant la lecture. L'écriture n'est donc pas trouvée prétentieuse mais plutôt élégante et fine. Pour ce qui est de l'histoire, comme beaucoup, il y a là une intrigue bien menée, simple mais ménageant des effets de surprise et pleine de péripéties, la complexifiant pour le meilleur. L'enquête est appréciable et les rebondissements jouent bien en sa faveur. Il ressort aussi beaucoup que les lectrices ont pu sentir leur enfant intérieur se réveiller et s'amuser tout au cours de leur lecture. L'atmosphère steampunk plaît énormément et les éléments de fantasy s'intègrent parfaitement dans ce Paris du début du siècle, ce qui fait que les lectrices peuvent s'émerveiller de cette magie qui, ici, coule de source. Ainsi, les descriptions d'un Paris empreint de fantastique Oh, la batterie, vraiment! Ainsi, les descriptions d'un Paris empreint de fantastique transportent immédiatement les lectrices en son sein, leur faisant regretter de ne pas pouvoir réellement y mettre les pieds. Les personnages importants, de leur côté, sont attachants et bien travaillés. Et avoir des informations ça et là sur des personnages connus de l'époque donne un attrait encore plus appréciable à l'ouvrage. Enfin, avoir l'impression d'avoir accès à l'entièreté du bestiaire de ce Paris des Merveilles est un point qui enrichit et embellit cet univers. En somme, la majorité est aspirée dans cet univers magnifique et passe un excellent moment en compagnie des personnages le temps d'une intrigue qui ne fait que commencer. Je te conseille d'aller voir les avis laissés sur cet ouvrage, négatifs comme positifs, pour te faire une meilleure idée. Mais sache que je trouve que les retours positifs sont délicieux à lire et replongent automatiquement dans l'ambiance qu'instigue le roman. Il ramène immédiatement dans une bulle légère, cocooning et pleine de magie qui fait chaud au cœur. Comme tu t'en doutes, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est un livre dont on me parlait depuis longtemps et qu'on a fini par m'offrir tant on voulait me faire découvrir cet univers. J'en avais donc de hautes attentes, même si je ne savais absolument pas quoi en attendre. Et malgré ces hautes attentes, j'ai pas été déçue. J'ai vraiment adoré cette découverte.
Je ne sais pas à quel point je ne suis pas une lectrice difficile en voyant le nombre de lectures que je fais et que j'apprécie. Je pense malgré tout que je sais reconnaître ce qui ne me plaît pas et le Paris des Merveilles rentre donc définitivement dans mon top des meilleures découvertes littéraires et dans mon top de mes lectures préférées de 2024-2025. C'est définitivement une lecture divertissante, empreinte de légèreté et d'humour. J'ai tout de suite plongé dans cet univers, voyant les décors comme si j'y étais, apprenant à connaître ces personnages pour finalement m'y attacher, il ne manquait presque que l'odeur. Ce qui ne veut toutefois pas dire que le fond de l'histoire et l'intrigue y sont mises de côté. Au contraire, encore une fois, on met du temps avec les personnages à comprendre ce qui se trame, pour la majorité du livre à vrai dire. Mais il faut se laisser prendre au jeu, et une fois le plus important compris, tout s'enchaîne très vite, nous laissant parfois bouche bée, et nous donnant faim d'ouvrir le tome 2 sitôt que la dernière page est tournée. Aussi, j'aime beaucoup le fait que l'on change de point de vue entre les deux personnages principaux au fur et à mesure du livre. Au début, je n'y comprenais rien, j'ai mis du temps à remettre les choses en place, mais j'ai associé ça à un jeu. Et quand tout était bien remis dans les bonnes cases, c'était un plaisir de découvrir l'histoire en même temps que les personnages, tout en sachant que certains ne nous dévoilaient pas tout à nous lectrices, et que l'on allait devoir en découvrir plus en continuant la lecture pour voir où l'intrigue nous mènerait. D'ailleurs, on ne parle presque que des personnages principaux depuis tout à l'heure, mais les personnages secondaires sont tout aussi intéressants et attachants. Je crois même que les personnages auxquels je me suis attachée en premier étaient Lucien et Auguste, pour tout vous dire, et ce n'est que bien plus tard que j'ai appris à m'attacher à Griffon et à Isabelle par exemple. Je ne m'arrête pas sur les décors, l'ambiance et l'intrigue, parce que trop en dire enlèverait en partie la joie de la découverte de ce premier tome. Sache donc, simplement, que malgré un rythme plus ou moins lent en apparence, qui colle au demeurant très bien au rythme de notre cher Griffon dans l'histoire, l'ambiance et l'intrigue évoluent pas mal entre le début et la fin. Ne t'attends donc pas à rester dans la même ambiance que celle dans laquelle nous plongeons dans les premières pages. Et si tu trouves un passage long, dis-toi qu'à un moment, tout se débloquera et que, je trouve, ça en vaudra la peine. Bonus, il y a l'ajout à la fin du tome d'une petite aventure séparée bien rigolote avec nos personnages qui nous permet d'un peu mieux comprendre une partie plus légère du caractère d'une partie de ces chers personnages et qui nous permet de faire redescendre un peu plus la soupape après la fin de notre dernier chapitre. Je ne peux donc que te conseiller la lecture de ce tome 1 du Paris des Merveilles, surtout si tu aimes la fantaisie, les uchronies et les enquêtes pouvant tirer sur le cosy. Et même si tu n'es pas sûr que le registre te plaise, passe à ta bibliothèque ou dans ta librairie préférée et feuillette quelques pages du tome, qu'importe l'ordre, pour voir si vraiment l'écriture pourrait te bloquer de prime abord. Sinon, je te conseille tout de même de le lire. Je pense qu'il rentre dans ma liste de romans fantasy que tout le monde devrait avoir lu au moins une fois dans sa vie, surtout en France, ne serait-ce que pour se faire son propre avis. Nous voici donc arrivés au bout de cette vidéo. Je n'ai aucune idée de sa durée, mais il y avait tellement de choses à dire. J'espère que ce retour de lecture t'aura autant plu que ça a été le cas pour moi avec sa lecture et son écriture. N'hésite pas à me faire part de ton avis en commentaire et à me dire quel livre tu voudrais que je découvre. C'est toujours sympa. Et en attendant de te retrouver dans une nouvelle vidéo sur Twitch ou sur mes différents réseaux sociaux, je te souhaite une excellente journée et prends soin de toi. Ah, mon Dieu, finito. Un peu plus.